Après la mort d'Alexandre le Grand, sa reine Roxana fit assassiner ses autres épouses afin que son fils devienne l'héritier. Roxana pensait avoir triomphé, mais le destin lui réserva un sort encore plus sombre que celui de ses victimes. En moins d'une décennie, Alexandre le Grand conquit le monde connu, repoussant même les frontières de son vaste empire jusqu'aux territoires inexplorés de la vallée de l'Indus. Comment il conquit le monde, puis le perdit, est une épopée de trahison, de destin, d'héroïsme et de vilenie. Alexandre le Grand, ou Alexandre Troïtse de Macédoine, naquit en 356 à Vesindjandadrdc. Fils du roi Philippe II de Macédoine et de sa quatrième épouse, Olympias, Alexandre était l'héritier présomptif d'une superpuissance en devenir que son père construisait. Bien que l'identité de son véritable père ne soit pas tout à fait claire, selon la légende, Alexandre était l'héritier de Philippe II, mais en réalité, il était le fils de Zeus, le roi des dieux. La mère d'Alexandre affirma avoir eu un rêve dans lequel son ventre fut frappé par un éclair, provoquant une flamme qui se répandit au loin. Le premier indice de la grandeur destinée à Alexandre survint alors qu'il n'avait que 10 ans. Un marchand, venant d'une autre cité grecque, apporta un cheval à Philippe pour tenter de le vendre. Cependant, l'animal se cabrait sauvagement face à quiconque osait l'approcher. Tous, sauf Alexandre. Lorsque vint le tour d'Alexandre d'essayer de dompter l'animal, il stupéfia tous les spectateurs. Non seulement il parvint à calmer le cheval, mais il le monta et réussit à le chevaucher. Ce fut le début d'une amitié pour la vie. Selon la légende, Philippe, submergé de fierté et de joie pour son fils, déclara « Mon garçon, tu dois trouver un royaume à la mesure de tes ambitions. La Macédoine est trop petite pour toi. » Il acheta le cheval pour Alexandre, qui le nomma Bucéphale, ce qui signifie « tête de bœuf » en raison de son entêtement. Ensemble, Alexandre et Bucéphale allaient semblant conquérir le monde. Conscient du potentiel de grandeur de son fils, Philippe II savait qu'Alexandre avait besoin d'un grand maître, et seul le meilleur ferait l'affaire. Il engagea nul autre que le légendaire philosophe grec Aristote comme tuteur d'Alexandre. Pour conquérir le monde, Alexandre aurait besoin de plus que de la force brute. Il lui faudrait un esprit aiguisé et un talent pour la stratégie. Aristote enseigna à Alexandre la médecine, la philosophie, la morale, la religion, la logique et l'art. Le jeune Alexandre vouait un profond respect à la littérature grecque, se plongeant dans les œuvres d'Homère, emportant même un exemplaire de l'Iliade lors de ses campagnes, et récitant Euripide par cœur. Alexandre n'était pas le seul à bénéficier des enseignements du grand Aristote. Sa classe servait de pensionnat d'élite où il forgea des amitiés durables avec d'autres étudiants, tels que Ptolémée, Héphestion et Cassandre. Ses compagnons chevaucheraient aux côtés d'Alexandre dans les batailles les plus féroces de ses conquêtes et seraient ceux qui se disputeraient et hériteraient de partie de son empire après sa mort. Alexandre reçut tous les honneurs pour ses succès militaires ultérieurs, mais c'était en réalité son père, Philippe II, qui avait réformé l'armée macédonienne, introduit de nouvelles technologies et stratégies de combat et conquis la Grèce. Il avait également prévu de conquérir un jour la Perse. Lorsque Philippe mourut, Alexandre ne perdit pas de temps pour revendiquer le titre de son père et donner vie aux ambitions de celui-ci pour l'Asie. Mais d'abord, il devrait reconquérir la Grèce. Tous les Grecs n'étaient point à pas ravis de voir Alexandre monter sur le trône. Thèbes se rebella, pensant qu'Alexandre était plus faible que son père, et espérant renverser leur nouveau suzerain macédonien. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Alexandre rasa Thèbes, réduisit ses habitants en esclavage et épargna uniquement la maison d'un poète qu'il admirait. La Grèce soumise, il était temps de porter son regard sur la Perse. Si Alexandre pensait pouvoir simplement marcher sur la Perse et la conquérir, il se trompait lourdement. Darius III, souverain de l'Empire perse,
aurait rassemblé une armée de 2,5 millions de combattants venus de toutes ces vastes terres. La marche d'Alexandre sur la Perse le confronta à certaines des forces de combat les plus redoutables du monde antique. La cavalerie perse, réputée pour sa vitesse et sa précision, s'alliait à des archers et à des chars à faux, des véhicules équipés de lames acérées, conçus pour faucher l'infanterie ennemie en masse. Mais les hommes les plus redoutables de l'armée de Darius III étaient les élites, les immortels, qui, selon le mythe, n'avaient jamais perdu un seul homme. Au début, Darius III pensa qu'il pouvait ignorer l'arrivée d'Alexandre en Asie. Mais après une brève escarmouche près de la ville de Granique, il devint évident qu'il devrait affronter lui-même l'audacieux Macédonien. Les deux titans se préparèrent à s'affronter près de la ville côtière d'Issos, dans ce qui serait la première grande bataille de la campagne d'Alexandre. À Issos, Alexandre tenta une tactique de champ de bataille qui mit en avant son courage et sa prouesse militaire. Il utilisa la vitesse de son armée pour détourner les forces ennemies, les attirant vers un flanc et créant ainsi une brèche au centre de leur ligne. Puis, lorsque le moment fut venu, il frappa. Comme il l'avait prévu, la feinte d'Alexandre créa une ouverture dans les lignes de Darius III. Saisissant l'occasion, Alexandre exécuta la suite de son plan, couper la tête du serpent. Sur son signal, il mena personnellement une charge de cavalerie directement au centre des lignes perses, droit sur le roi perse. La charge d'Alexandre prouva deux choses. Premièrement, qu'il était aussi courageux qu'il était rusé. Et deuxièmement, que Darius III n'était ni l'un ni l'autre. Le roi perse, stupéfait par l'assaut macédonien et la férocité d'Alexandre, paniqua et s'enfuit du champ de bataille, craignant pour sa vie. Ses combattants, humiliés et terrifiés, sombrèrent dans le chaos et entamèrent une retraite désordonnée. Alors qu'Alexandre remportait la victoire à Issos, Darius III s'enfuit si rapidement qu'il abandonna sa femme, sa mère et ses enfants, sans parler d'un immense trésor perse, finançant involontairement la campagne d'Alexandre. Après la bataille d'Issos, la mère de Darius, désillusionnée par la défaite et la lâcheté de son fils, le renia. Puis elle ajouta l'insulte à l'injure. Elle adopta Alexandre comme son fils, lui conférant une légitimité aux yeux des Perses et provoquant la fureur de Darius III. Après une défaite aussi humiliante, Darius III tenta de sauver la face en négociant un traité de paix. Il offrit à Alexandre 10 000 talents en échange de sa famille et de toutes les terres déjà conquises. Cependant, Alexandre rejeta immédiatement cette généreuse offre. Il voulait autre chose. Humilié une fois de plus, Darius III revint avec une proposition encore plus alléchante. Cette fois, il offrit à Alexandre une épouse, sa propre fille, et pour adoucir l'offre, il accepta même de lui céder un immense territoire perse. Une fois encore, Alexandre rejeta l'offre. Désespéré d'éviter une nouvelle défaite humiliante, Darius III formula une troisième proposition. Cette fois, il proposa de faire d'Alexandre co-souverain de l'Empire perse, de lui donner la main d'une autre de ses filles, et une somme colossale de 30 000 talents d'argent. Parménion, l'un des généraux d'Alexandre, suggéra d'accepter l'offre, disant « Si j'étais Alexandre, je prendrais ce qui est offert. » Alexandre répondit célèbrement « Moi aussi, si j'étais Parménion. » Il rejeta la troisième offre, déclarant qu'il ne pouvait y avoir qu'un seul roi d'Asie. Sans résolution officielle entre les deux souverains, Alexandre continua de conquérir de vastes parties de l'empire de Darius III. En 332, à Vunzur-Jitse, il arriva en Égypte. Les Égyptiens, las de la domination perse, accueillirent Alexandre à bras ouverts comme un libérateur. En fait, ils le considéraient comme divin. Il fut couronné pharaon d'Égypte à Memphis. Alexandre entreprit rapidement de restaurer les anciens temples qui étaient tombés en ruine sous les Perses. De plus, il commanda de nouveaux monuments dédiés aux divinités égyptiennes, s'intégrant ainsi
au riche héritage culturel de la région. Alexandre se rendit également à l'oasis de Siwa, dans le désert libyen, pour consulter l'oracle d'Amon-Rê. Là, il fut proclamé fils d'Amon, ce qui lui permit de revendiquer une ascendance divine égyptienne. Il y avait juste un problème avec cette revendication de filiation divine avec Amon-Rê. Alexandre était déjà supposément le fils de Zeus, mais Alexandre trouva une astuce pour résoudre ce problème de relations publiques antiques. Il commença à se référer à Zeus Amon comme son véritable père. De toute évidence, la ruse fonctionna, car des pièces ultérieures le représentaient avec les cornes d'Amon. L'Égypte fermement sous son contrôle, au début de 331 avait JC. Alexandre quitta ses terres nouvellement acquises, laissant derrière lui un héritage de temples, de monuments et de villes prospères. Revigoré, il reporta son attention sur l'homme qui se dressait entre lui et le reste du monde, Darius III. Pendant le séjour d'Alexandre en Égypte, Darius avait reformé ses troupes et rassemblé une force encore plus grande. L'affrontement décisif entre Alexandre et Darius III aurait lieu à Gaugamela, où les forces d'Alexandre, largement inférieures en nombre, se préparèrent à une bataille qui déciderait du sort des empires. Les récits historiques de la bataille de Gaugamela varient, mais les historiens s'accordent sur un point. Alexandre était largement en infériorité numérique. Les choses ne semblaient même pas bonnes pour le conquérant macédonien. L'armée de Darius III était aussi diverse qu'elle était massive, avec des alliés scythes, une cavalerie d'élite des provinces orientales, des chars à faux et même 15 éléphants de combat indiens, prêts à écraser les forces d'Alexandre. La cavalerie perse surpassait celle d'Alexandre dans un rapport de plus de 5-1, et leur ligne s'étendait bien au-delà de la portée des forces macédoniennes. Alexandre savait qu'une confrontation directe serait synonyme de désastre. Mais lorsque les combats commencèrent, Alexandre mit à profit son éducation militaire. La tactique d'Alexandre consistait à attirer la cavalerie perse vers les flancs, créant une brèche au centre de l'ennemi. Il savait que le timing serait crucial. Comme prévu, le coin d'Alexandre déchira le centre affaibli des Perses, écrasant la garde royale de Darius III. Avec ses défenses en ruine et sa position intenable, Darius III s'enfuit une fois de plus du champ de bataille. Alexandre remporta une nouvelle victoire. Cependant, alors qu'il s'apprêtait à poursuivre le roi vaincu, il reçut un message urgent. Ses forces sur le flanc gauche s'effondraient. Avec Darius III fuyant à toute vitesse et ses hommes luttant pour leur survie contre les combattants les plus élitistes de la Perse, Alexandre dut prendre une décision difficile. Poursuivre Darius III ou sauver ses hommes. Alexandre abandonna la poursuite de Darius III pour venir en aide à ses fidèles combattants. Une fois son armée sauvée, Alexandre reprit la poursuite de Darius III. Il finit par rattraper la cavalerie perse. L'engagement fut brutal, coûtant à Alexandre 60 de ses hommes et blessant des généraux clés. Cependant, cela en valait la peine. Les Macédoniens capturèrent un immense trésor des Perses en fuite, incluant 4000 talents d'or, des éléphants de combat, le char royal de Darius III et son arc, scellant cette victoire comme l'une des plus grandes d'Alexandre. Malgré tous ses efforts, Darius III s'échappa avec une petite force. Il promit de reformer son armée à l'est et de vaincre Alexandre dans une troisième et dernière bataille. Mais cette bataille n'aurait jamais lieu. Les espoirs de revanche de Darius III furent anéantis par une trahison cruelle. L'un de ses propres commandants de haut rang paniqua lorsqu'il apprit qu'Alexandre était à leur trousse. Il enchaîna Darius III dans une charrette à bœufs, le transperça de lances et le laissa se vider de son sang. La réaction d'Alexandre à cette nouvelle fut inattendue. Lorsqu'Alexandre découvrit le corps sans vie de Darius III, il ne célébra pas. Il pleura la perte d'un ennemi autrefois éminent.
Dans un geste de respect, il organisa une cérémonie funéraire complète pour le roi à Persépolis avant de poursuivre le commandant perse traître et de lui faire payer son crime. Après la mort de Darius III, la plupart des Perses prêtèrent d'un serment de loyauté à Alexandre. Son ascension marqua le début d'un nouvel ordre mondial, un ordre qu'Alexandre peina à maintenir. Pour intégrer ces nouveaux nobles perses à sa cour, Alexandre adopta plusieurs traditions perses. Il revêtit une tenue de style perse et adopta même plusieurs de leurs pratiques, y compris un geste de soumission impliquant soit un baiser sur la main, soit une génuflexion devant un supérieur. Cela ne fut pas du tout bien reçu par ces nobles macédoniens. Pour les Grecs, s'agenouiller était un geste réservé uniquement aux dieux, et non aux fils des dieux. Lorsqu'Alexandre introduisit cette pratique à sa cour, beaucoup de ses compatriotes pensèrent qu'il signalait son intention de se diviniser, ce qui provoqua du ressentiment parmi ses partisans macédoniens. Un ressentiment qui devint sanglant. L'intégration des coutumes perses par Alexandre culmina dans une tragédie lors d'une altercation avinée. Cléitos le Noir, un officier de confiance qui avait auparavant sauvé la vie d'Alexandre, l'accusa d'abandonner les valeurs macédoniennes. Furieux, Alexandre chargea sur Cléitos et le transperça de sa lance. Et ce n'était que le début des problèmes d'Alexandre au sein de ses propres rangs. Lorsqu'Alexandre découvrit un complot contre sa vie, il ordonna l'exécution de Philotas, un autre de ses officiers, pour ne pas l'avoir signalé. Conformément à la tradition et pour prévenir d'éventuelles représailles, Alexandre ordonna également l'exécution du père de Philotas, Parménion, qui avait courageusement combattu à ses côtés lors de ses conquêtes. Même avec ses sujets macédoniens qui se retournaient contre lui, Alexandre porta son regard sur sa prochaine grande conquête. Il savait que le monde ne s'arrêtait pas aux frontières perses, et il voulait le monde entier. Il rassembla son armée dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan, renforçant ses rangs avec des sujets perses et avançant en Inde. Cependant, malgré ses premières victoires, les généraux d'Alexandre le pressèrent de faire demi-tour. Les Macédoniens étaient loin de chez eux depuis près d'une décennie, et ils étaient au bord de la mutinerie. Alexandre avait encore l'envie de poursuivre ses campagnes. Néanmoins, il était reconnaissant envers l'armée qui l'avait conduit aux confins du monde et au-delà. Dans un geste de gratitude, Alexandre proposa de payer les dettes personnelles de ses combattants et de renvoyer les vétérans plus âgés et blessés en Macédoine. Malheureusement, son armée interpréta mal ses intentions, et les hommes se mutinèrent officiellement. Ils critiquèrent son adoption des coutumes perses et l'inclusion récente d'officiers perses dans les unités macédoniennes. Après des jours de tension avec son armée macédonienne, Alexandre prit la décision de confier les titres honorifiques et les postes de commandement aux Perses. Étonnamment, cette stratégie fonctionna. Les combattants macédoniens d'Alexandre cherchèrent rapidement son pardon, qu'il accepta et célébra avec un banquet en leur honneur. Mais les célébrations furent de courte durée. Le compagnon le plus proche d'Alexandre depuis l'enfance, Héphaestion, mourut en 324 Avesra, JC, soit d'une maladie, soit d'un empoisonnement. Dévasté, Alexandre ordonna un bûcher funéraire extravagant et une période de deuil public à Babylone, mais son chagrin ne put surmonter son ambition. Même pendant cette période de deuil, Alexandre commença à planifier de nouvelles campagnes, commençant par une invasion de l'Arabie. Mais le grand projet d'Alexandre de conquérir davantage du monde ne se réaliserait jamais. En 323, Avamilum, JC 10 ans après s'être lancé à la conquête du monde connu, Alexandre rendit son dernier souffle à Babylone. Il n'avait que 32 ans. Nul ne connaît la cause exacte de sa mort, les historiens spéculant qu'elle pourrait être due à un empoisonnement, au syndrome de Guillain-Barré, ou simplement au résultat d'une vie de beuverie et de blessures de guerre. Même dans la mort, Alexandre le Grand n'en avait pas fini de remodeler le monde. Alors qu'il était sur son lit de mort,
quelqu'un lui demanda à qui devait revenir son empire. Il répondit par 3 mots simples, les derniers qu'il prononcerait, au plus fort. Après sa mort, ses principaux généraux s'engagèrent dans une lutte de pouvoir, acharnée pendant 40 ans, qui fragmenta son vaste empire. Alexandre ne laissa aucun héritier, mais sa femme Roxana était enceinte. Elle espérait que son fils pourrait un jour reprendre le manteau violent et ambitieux de son père. Peu après la mort d'Alexandre, Roxana fit assassiner ses 2 autres épouses pour qu'elles ne puissent pas lui barrer la route. Malheureusement, éliminer ses rivales politiques fut une arme à double tranchant. Cassandre, l'un des généraux d'Alexandre, fit empoisonner Roxana et son fils, mettant fin pour de bon à la lignée d'Alexandre le Grand. Les campagnes incessantes d'Alexandre vidèrent la Macédoine de ses jeunes hommes les plus robustes, car il les mobilisait constamment pour servir dans son armée. De plus, l'empire d'Alexandre permit aux Macédoniens de migrer où bon leur semblait. En fin de compte, cela affaiblit la Macédoine et ouvrit la voie au prochain conquérant du monde, Rome. Merci d'avoir regardé History Exposed. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, appuyez sur « J'aime » et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, Factor Nate, pour plus de faits incroyables sur tout.